L'armée américaine envisage une base pour 10 000 personnes, soi-disant, près de Gaza. Maintenant, ils affirment qu'il n'y aura pas de troupes américaines, ce qui me semble absolument inconcevable. Qu'il puisse y avoir une base américaine sans aucune troupe américaine. Mais elle serait située près de Gaza. 10 000 membres du personnel, 10 000 pieds carrés de bureaux, pour une durée de 12 mois. C'était sa réaction à une question sur toute la situation des visas. Il a transformé l'immigration et l'économie en une énorme crise. Et maintenant qu'on l'interroge à ce sujet, il insulte en quelque sorte l'ensemble des États-Unis. Vous voulez augmenter les salaires des travailleurs américains, mais vous ne pouvez pas inonder le pays de dizaines, voire de centaines de milliers de travailleurs étrangers. Je suis d'accord, mais il faut aussi faire venir des talents. Nous avons plein de gens talentueux ici. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Nous n'avons pas assez de gens talentueux ici. Non, certaines compétences manquent et les gens doivent apprendre. On ne peut pas prendre quelqu'un au chômage et dire « Je vais te mettre dans une usine où nous allons fabriquer des missiles. » Pas parce que... Pas seulement à cause de tout le débat sur l'immigration, mais aussi à cause de la façon dont il insulte ouvertement pratiquement toute la population américaine, ou du moins la population active ou potentiellement active. Il évoque les files de chômage, un sujet très sensible parce que c'est toujours d'actualité. Et puis oui, il parle de l'exemple consistant à prendre des gens dans la rue et à les faire fabriquer des missiles. Oui, je veux dire, il s'agit de ce que ça va devenir. Et lancer cette idée, on voit cela très souvent, bien sûr, avec ce président. Ils sortent quelque chose le lundi, observent la réaction d'ici mercredi, puis recalibrent pour le lundi suivant, juste pour tester le terrain. C'est aussi intéressant de voir s'il y a une réaction des médias à cela, ou une réaction du camp MAGA. Je pense que ce président et cette administration sont extrêmement habiles à gérer le cycle médiatique grâce à ce que Steve Bannon a appelé célèbrement « inonder la zone ». Ils sont vraiment doués pour inonder la zone. Mais je pense que c'est une véritable insulte de dire que les Américains n'ont pas de talent. Ce dont ils parlent vraiment en tant qu'hommes d'affaires, en tant que financiers, c'est de main-d'œuvre bon marché. C'est ce qu'il veut dire. Ce n'est pas que l'Amérique manque de talent, mais qu'elle n'a pas de talent prêt à travailler pour 30% de moins. Et c'était à l'époque où, si tu te souviens, tout le débat sur les visas H-1B faisait rage, il y a environ un an. Je ne me rappelle plus si c'était au début du mandat de Trump ou juste avant l'inauguration, peut-être pendant la période de transition. Mais Elon Musk a eu une crise publique sur X à ce sujet, parce que les partisans les plus fervents de MAGA ne voulaient rien céder sur la question des H-1B. Et souviens-toi, Vivek Ramaswamy participait aussi à ce débat, lui étant d'origine indienne, et tout le secteur des tech bros, les dirigeants de ces entreprises technologiques et ainsi de suite, beaucoup venant d'Inde, Google, etc. Donc Elon Musk a eu une crise publique. Il est devenu fou parce que le visa H-1B et la main-d'œuvre indienne, hautement qualifiée, prête à travailler pour moins cher, sont des éléments essentiels du succès d'Elon Musk et de certaines de ses entreprises, ainsi que du reste de la Silicon Valley. Ils adorent ça. Ils adorent le fait de pouvoir obtenir des travailleurs très qualifiés, très motivés, qui accepteront de travailler pour 30% de moins. C'est une question de business. Et au lieu d'être honnête à ce sujet et de reconnaître franchement que c'est vraiment là que réside leur intérêt, ils tournent autour du pot de manière tellement malhonnête, puis insultent la main-d'œuvre américaine. Je veux dire que Trump fasse ça. Cela montre simplement à quel point MAGA est une imposture. Ce n'est qu'un slogan, juste une casquette, tu vois. Je veux dire, c'était divertissant
Et beaucoup de gens, je pense, du côté conservateur, ont suivi le mouvement parce que nous vivons dans une démocratie où nous pouvons voter. Donc si quelqu'un fait campagne sur une plateforme nettement différente, comme un agent de changement par rapport au statu quo précédent, on tente le coup, on essaie, si ça marche, tant mieux. Si c'est un peu mieux qu'avant, tant mieux. S'il a mis fin à toutes les guerres, fantastique. Mais si rien de tout cela ne se produit, si cela ne rend pas l'Amérique meilleure, si ce n'est même pas patriotique, et que Donald Trump méprise littéralement la main-d'œuvre américaine, alors à ce moment-là, si vous avez un minimum de respect pour vous-même à droite, cela inclut tous les opportunistes et les types de personnes qui gravitent autour de One America News, Fox News, Newsmax. D'accord? Et tu penses que ce président représente d'une manière ou d'une autre la classe ouvrière? T'es sérieux là? À ce stade, tu pourrais tout aussi bien fumer ton joint en direct à l'antenne, comme dans l'émission de Rogan, ou peu importe, parce que tu planes complètement. Franchement les gars, l'arnaque est incroyable. Vous voyez le vrai Donald Trump? C'est ce que vous voyez. Le masque est tombé, il se sent en confiance, il a le pouvoir, et son cercle rapproché passe son temps à intimider et menacer les gens, à abuser du pouvoir exécutif. Marco Rubio, lui, court partout comme un homme de main d'Israël, poursuivant des étudiants sur les campus pour les expulser parce qu'ils critiquent un pays étranger. Je veux dire, voilà l'état de l'administration Trump. C'est une blague, c'est un cirque, c'est le monde des clowns. C'est aussi grotesque que l'administration Biden. Mais c'est bien plus dangereux à ce stade parce que Donald Trump a essentiellement pris le contrôle de la politique économique des États-Unis depuis son bureau. Et si tu regardes ces interviews de Scott Bassett et de tous ces autres, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça donne vraiment une impression de désespoir. C'est comme s'ils tâtonnaient dans le noir et s'entêtaient dans toutes ces mauvaises décisions passées. Et regarde simplement les chiffres. Tu vois, ça se contracte. La confiance n'est pas au rendez-vous, d'accord? Ils font du pump and dump sur les actions et les cryptos. Très bien. Mais la plupart des Américains n'en profitent pas, d'accord? La superclasse s'enrichit à un point que tu n'imagines même pas en ce moment. Ils gagnent des sommes énormes, donc l'écart de richesse se creuse. D'accord? Et c'est ça que Donald Trump est en train de produire. Si la situation est déjà mauvaise après 12 mois de son premier mandat, imagine ce qui va se passer dans les 3 prochaines années. Et ensuite? Ensuite quoi? Oh, tu vas accuser Antifa quand il y aura des émeutes dans les rues et que les gens mettront le feu à des choses, des bennes en feu dans les villes américaines, parce que les gens ne peuvent plus se loger ni se nourrir. Qu'est-ce que tu vas faire, accuser Antifa? Non, la gauche radicale, c'est pas mon problème, c'est Biden qui l'a fait. J'essaye de réparer ça. Tu sais, il ne me laisse aucune chance. Je veux dire, c'est sans fin avec ce type et les guerres. Des guerres et encore des guerres. Combien de nouvelles guerres? Nous avons une guerre contre le Venezuela. Il parle d'une guerre contre la Colombie. Laisse-moi réfléchir, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le Nigeria ensuite? Allons-y, lançons une guerre là-bas. Où d'autres peut-on commencer une nouvelle guerre? Pourquoi ne pas la déclencher en Irak contre le Hajj al-Shaabi? Ça a l'air prometteur. Une autre avec l'Iran, ce serait bien avant Noël. Ou peut-être qu'on attendra le printemps, on verra. Franchement, je ne sais pas. Peut-être que le temps sera meilleur au printemps. Je veux dire, avec Trump, c'est sans fin. Et ensuite, la Chine attend juste sur la touche. Quand allons-nous intensifier cette guerre? Tu sais, les Chinois, je veux dire, la quantité de dégâts qui peuvent être causés en 3 ans avec ce présentateur de Fox News du week-end, tatoué et déchaîné à la tête du Pentagone, et ce président fou, entouré de tous ces opportunistes. Ce qui peut être fait en 3 ans fait peur. Et il faut qu'il y ait une opposition viable.
que ce soit en politique ou dans les médias, pour tenter de freiner cette catastrophe à laquelle nous assistons en ce moment. C'est une catastrophe, je n'exagère pas, d'accord? Déclarer la guerre à la moitié de l'Amérique du Sud pour rien d'autre que créer une diversion commode et peut-être en pensant pouvoir s'emparer des ressources du Venezuela. Voyons comment cela se passe. Allez-y, essayez et voyons ce qui arrive. Voyons ce qui arrive. Vous pensez pouvoir réussir ce coup-là? Voyons comment le reste du continent réagit. Quoi? Vous allez envahir le Brésil ensuite si le Brésil réagit ou prend le parti du Venezuela. Franchement, c'est incroyable. L'administration Trump a favorisé la solidarité en Amérique du Sud d'une manière que les présidents précédents n'auraient jamais pu imaginer. Donc Donald Trump a cet effet-là, peut-être pas celui qu'il souhaitait. Oui, c'est clairement une catastrophe. Je veux dire, ce n'est pas une exagération. Et cela touche tous les domaines. Tu as mentionné la politique économique, le contre-coup déjà provoqué par ce soi-disant dividende de $2000 entre guillemets, lié à ces tarifs. Ce n'est pas bien perçu par la grande majorité de la population américaine, parce que nous avons traversé plus d'un an, sans parler des années Biden, tu sais, depuis le Covid en réalité. Trump d'abord, Trump a gagné, puis Biden. Trump a déversé une quantité incroyable d'argent sur le bilan de la Réserve fédérale, et Biden a essentiellement continué sur cette lancée. Trump n'a jamais reconnu la catastrophe économique qu'il a lui-même déclenchée pendant son mandat en 2020. Cela a créé des cycles inflationnistes dont l'économie ne s'est toujours pas remise. Je me souviens d'avoir atterri, peut-être en 2022, et d'avoir pris un sandwich au thon, un paquet de chips Lay's et un Coca. C'était environ $19 pour un sandwich au thon. Vous plaisantez? 5 ans plus tôt, on pouvait probablement en avoir un pour moins de $10, et maintenant, le prix a doublé. Voilà le coût de la nourriture. Écoutez, le coût de la nourriture en Amérique est incroyable. C'est criminel. C'est criminel, mais c'est à cause de la politique économique de ce président lors de son premier mandat et du genre d'administration Biden complètement à côté de la plaque. Et Trump n'a rien fait pour y remédier, à part promettre « nous allons ramener la nourriture, nous allons ramener les emplois manufacturiers au pays ». C'est l'âge doré de l'Amérique. Non, c'est l'âge doré, pas l'âge d'or. C'est l'âge doré de l'Amérique en matière de conservatisme, qui est censé être meilleur pour la macroéconomie que la gauche socialiste radicale, mais il dépense encore plus d'argent. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Doge? Vous vous souvenez de Doge? Rationalisez tout, éliminez le gaspillage, réduisez le déficit. Je me demande à quoi ressemblera le déficit après la première année civile de cette administration. Ça va être très intéressant, n'est-ce pas? Il faut se rappeler qu'à cette période, à l'approche des élections de mi-mandat, c'est généralement le moment où les États-Unis intensifient leur politique étrangère. Nous l'avons vu en février 2022 avec ce qui s'est passé dans le conflit en Ukraine. Sous Trump et Obama, nous avons observé de nombreuses itérations du même schéma. Plus d'agressivité, une cible désignée. C'était le Venezuela sous Trump. Sous Obama, les interventions directes en Syrie, en Libye, et ainsi de suite. Tout cela s'est produit à l'approche des élections de mi-mandat. Les gens doivent donc s'attendre exactement à ce que vous décrivez. Il n'y aura pas de recul à partir de maintenant. Beaucoup de ces crises sont fabriquées à des fins à la fois politiques et économiques. Eh bien, je veux juste dire que tout n'est pas sombre et désespéré, Danny. Tu sais, j'apporte aussi de bonnes nouvelles et de bonnes perspectives, car au cours des 12 derniers mois, il n'y a pas eu de fusillade de masse. Je veux dire, est-ce que les tireurs de masse prennent des vacances quand il y a un président républicain ou avec ce gouvernement? Qui sait? Ou peut-être est-ce parce qu'ils ont remplacé la direction du FBI? Où sont passées toutes les fusillades de masse?
Sous Obama, c'était littéralement un événement quotidien ou hebdomadaire. Mais les républicains ou les néoconservateurs ont tendance à favoriser les attaques d'Al-Qaïda sur le sol américain. Et nous n'en avons pas vu non plus. Alors, est-ce que tous ces gens ont pris des vacances? Tous les terroristes et les tireurs de masse sont partis en vacances. Donc personnellement, je trouve ça génial. Un petit vent d'air frais. Les républicains comme les démocrates en Amérique ont une mauvaise habitude. Après leur victoire, surtout lorsqu'ils remportent la Maison-Blanche, le Congrès et le Sénat, ils ont tendance à savourer les fruits de leur succès, du moins pendant la première ou les 2 premières années. Beaucoup partent en vacances et beaucoup d'autres s'en moquent un peu. Ils sont simplement ravis d'être au pouvoir. La fin n'est plus là. C'est en partie ce qui change la donne. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Il est intéressant de voir comment certaines de ces distractions commodes ont disparu. Pourtant, je pense qu'on pourrait assister à de véritables troubles intérieurs si la situation économique continue de se détériorer comme elle le fait, et si ce président ne tient aucune des grandes promesses qu'il a faites en janvier dernier. Ainsi, à l'échelle mondiale, les États-Unis ont réussi à aliéner bon nombre de leurs, disons, semi-alliés. Ils ont poussé beaucoup d'entre eux à se regrouper avec d'autres réseaux de pays comme les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai et d'autres en Asie, des acteurs cherchant des moyens de se détacher du dollar. Tout cela a été accéléré par Trump. La manière dont ils ont instrumentalisé les tarifs douaniers sous cette administration est assez déroutante. Que quelqu'un puisse penser que cela produira un résultat positif. Ce qu'il a fait, c'est détruire la confiance dans les relations entre les États-Unis et tous ces autres pays, peut-être pour toujours, en gros, avec la majeure partie de l'économie mondiale. Ainsi, toute l'idée, et c'était un grand leitmotiv quand les gens disent « Oh, les mondialistes, Alex Jones et tous les autres, même le mouvement MAGA, les mondialistes. » Mais ils sont tellement simplistes qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre la mondialisation et le globalisme. Ce sont 2 choses différentes. La mondialisation, en termes de commerce mondial, d'interdépendance, de l'OMC et de toutes ces organisations multilatérales, d'accord, a apporté l'une des plus grandes périodes de prospérité de l'histoire humaine à l'échelle planétaire. Et la mondialisation a également favorisé l'émergence de la superclasse en Amérique. Alors Trump arrive en voulant balkaniser l'économie mondiale, déclarer une guerre économique à tout le monde, y compris à ses alliés, punir les gens pour, je ne sais pas, peut-être ne pas montrer assez de respect à l'administration Trump, où il s'ingère dans le système judiciaire d'autres pays, s'ingère dans les élections. Regardez ce que l'administration Trump a fait avec l'Argentine. Elle a essentiellement menacé de retenir un plan de sauvetage ultérieur de 20 milliards de dollars pour la monnaie argentine si Javier Milei, ou peu importe son nom, si son parti ne remportait pas les élections de mi-mandat. Donc Trump a injecté la peur dans un pays étranger pendant un cycle électoral et a utilisé cela comme une forme de chantage économique, si l'on peut dire. C'est un niveau d'ingérence et d'intervention jamais vu auparavant, mais réalisé de manière très ouverte. Et beaucoup de gens devraient vraiment s'arrêter un instant et comprendre ce qu'ils sont en train d'observer. C'est fait de manière maladroite. Oui, c'est imprudent. Il soutiendra que c'est efficace parce qu'il a obtenu le résultat électoral qu'il voulait. Mais c'est tellement récurrent, c'est constant. Ce que je pense, c'est que c'est un effet globalement négatif pour l'Amérique, parce que la Russie a ouvert la voie sur ce point. Quand Lavrov a dit, il y a des années, que les États-Unis n'étaient plus capables de conclure des accords, ce qu'il voulait dire, c'est que cela s'applique aussi bien à l'administration Biden qu'à celle de Trump. Ainsi, ces pays étrangers pourraient se dire que dans les périodes politiques précédentes,
plus stable, avec davantage de continuité et des institutions diplomatiques plus solides, ils pouvaient penser, eh bien, ce n'est qu'une anomalie. Attendons la prochaine élection, nous retrouverons un président normal. Ou bien ils reviendront à leur habitude et respecteront le travail à travers ces institutions internationales que les États-Unis ont su exploiter avec beaucoup de succès, toutes y compris les Nations Unies. Et c'est là une source de puissance et de richesse pour les États-Unis. C'est simplement fait différemment à travers les institutions après la Seconde Guerre mondiale. Mais ces pays étrangers se demandent maintenant, pourquoi prendre le risque? Trump pourrait être parti dans 3 ans, mais pourquoi risquer de faire des affaires ou de céder face aux États-Unis? Parce qu'il pourrait simplement se retourner et nous frapper dans 2 ans ou dans 4 ans. Alors pourquoi investir dans cette relation? Pourquoi investir dans le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale si c'est pour se faire poignarder dans le dos et saboter par Washington? Et Trump passe son temps à saboter les gens. Ce qu'il a fait finira par pousser les autres à se détourner du dollar. La confiance dans le dollar sera de plus en plus faible. La monnaie elle-même fonce droit dans le mur, tout comme l'économie américaine. C'est totalement insoutenable. On ne peut pas écouter. C'est délirant, complètement délirant. Vous ne ramènerez pas les emplois manufacturiers en Amérique, car on ne peut pas soutenir un secteur manufacturier dans un pays où le salaire minimum nécessaire pour vivre se situe quelque part entre 30 et 50 $ de l'heure. C'est tout simplement stupide. Oubliez ça. Il n'y a pas d'avenir manufacturier pour l'Amérique à ces niveaux-là. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied. En poursuivant le type de politique et de pratiques financières que les États-Unis suivent depuis des années, cela a fonctionné un temps. Cela a fonctionné pour certaines personnes, mais cela ne fonctionnera pas éternellement. Et cela ne fonctionne plus maintenant. Et maintenant, vous pouvez le voir. Trump ne peut pas livrer une nouvelle âge doré. Oubliez ça. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Comment appelez-vous cela? Le jour de la libération. Le jour de la libération. Libération de quoi? Oui, personne n'a répondu à cette question. De quoi s'agissait-il d'une libération? Était-ce une libération de la réalité? Était-ce cela, la libération? Étaient-ce les petites économies qu'il restait aux gens? Je ne sais pas. Ouais. Libération de la stabilité. Libération de la stabilité. Tu te libères en quelque sorte de la stabilité économique. Oui. Rendre l'Amérique grande. Fantastique. Vraiment très bien joué, les gars. Vous vous en sortez très bien. Vraiment. Remarquable. Donc, tu sais, je ne sais pas. Les tendances sont assez évidentes, Danny. On voit des pays s'unir comme jamais auparavant, avec une profondeur et un engagement à construire des avenirs économiques, politiques et une coopération géopolitique à un niveau jamais vu. Et cela s'accélère, et c'est à cause des 2 derniers présidents. Et celui-ci va vraiment enfoncer le clou dans le cœur des États-Unis d'Amérique, sur la scène internationale. Et il le fait. Je suis triste de le dire, vraiment triste de le dire, mais ce sera l'héritage de Donald Trump à la fin. Et sera-t-il assez désespéré pour déclencher une guerre mondiale afin de détourner l'attention de ces échecs monumentaux ou pour retarder l'effondrement inévitable d'un système déjà à bout de souffle? C'est une question légitime en ce moment. Nous parlons de choses instables qui sont dites et faites par cette administration. Ils disent des choses insensées et font des choses insensées. Vous savez, si le peuple américain, nos médias et l'opposition politique ne parviennent pas d'une manière ou d'une autre à tenir cette Maison-Blanche responsable et à limiter les dégâts, alors bonne chance en 2026. Ont-ils une sorte de poudre magique à saupoudrer? Est-ce que cela va rendre l'économie florissante? Comment ça fonctionne-t-il? Est-ce qu'Elon a des robots qui vont arriver et prendre tous les emplois, et ensuite nous pourrons simplement nous détendre et toucher un revenu universel?
Est-ce que c'est ce qui va se passer en 2026? Je ne sais pas. Trump, à bien des égards, lorsqu'il a été élu président, a presque été élu comme le porte-étendard de ce qu'il avait hérité. Et ce que lui et ses partisans ont fait, c'est porter cela à un niveau plus nouveau et plus vaste. Je pense que c'est la direction à suivre. Donc, quand tu as parlé de la Troisième Guerre mondiale, pour éviter ou détourner l'attention de l'effondrement général, c'est le chemin. Le chemin est une grande confrontation, contrôlée autant que possible, mais sans, bien sûr, aucune réelle capacité de la maîtriser. Les États-Unis sont sur le point de se retirer du traité New START. Voilà, c'est tout, tu sais, c'est tout. Il n'y a plus de traité nucléaire, plus de garde-fous. Les garde-fous ont disparu. Aucun. Et tu as un département de la défense, enfin pardon, un département de la guerre, qui parle de pas de l'égalité, létalité ultime. Préparez-vous à la guerre. Préparez-vous à la guerre. Et tandis que l'administration Trump s'est révélée incroyablement chaotique, et peut-être avons-nous été en quelque sorte sauvés par ce chaos, en ce qui concerne le risque d'une conflagration mondiale massive de ce genre, nous ne devrions pas compter là-dessus. Nous ne devrions pas dépendre de cette faiblesse générale, de cette impuissance, de cette incompétence. Nous ne pouvons pas compter là-dessus, parce qu'en réalité, ce n'est même pas vraiment à propos de cela. Il s'agit d'un système global sur lequel il surfe essentiellement et qui s'écrase violemment. Tu sais, s'il arrivait au pouvoir, c'est un président en second mandat, il aurait un mandat clair. Il serait parfaitement en position de dire « Très bien, nous allons devoir augmenter les taux d'intérêt. Il faut reprendre le contrôle. La nourriture est trop chère, les loyers explosent, les gens n'arrivent plus à payer leurs factures. Tout le monde est au maximum de sa dette de carte de crédit. Nous allons être fermes. Ce sera une forme d'amour sévère. Augmentons les taux d'intérêt aussi longtemps qu'il le faudra. » Cela s'est déjà produit en Amérique. Tu sais, George Bush père, les taux d'intérêt à la fin des années 80 étaient à 2 chiffres. D'accord, nous avons survécu, beaucoup ont prospéré, et beaucoup s'en sont bien sortis. Les gens achetaient encore des maisons, le marché immobilier continuait de bouger, tout cela se produisait. Ce président, lui, veut baisser les taux d'intérêt. Il menace le chef de la banque centrale, ou le président, en disant « Tu ne fais pas ce que je t'ai dit. Tu veux baisser les taux d'intérêt parce que nous voulons injecter plus d'héroïne dans le pardon des amphétamines financières dans le marché boursier. » Très bien. Ce serait donc parfaitement dans son domaine de compétence. Et je ne pense pas que les démocrates de l'opposition pourraient le critiquer pour cela, car l'économie est structurellement dans un état désastreux. Mais ce n'est pas ce qui se passe. À la place, le niveau d'incompétence, eh bien, tu sais quoi, je déteste ramener ça à Israël. Mais si tu regardes le cabinet, et je l'ai souvent souligné, il faut le répéter, le cabinet est rempli de choix israéliens, de la liste restreinte de Mary Mandelson, des personnes triées sur le volet, du secrétaire d'État jusqu'au président. Donc, beaucoup de ces personnes liées à la politique étrangère, je ne parle pas de toutes, mais en dehors de la sécurité nationale, de la politique étrangère et du département d'État, pratiquement tous les postes d'ambassadeurs en lien avec le Moyen-Orient ou Israël, leur seule compétence ou caractéristique identifiable, c'est qu'ils vont faire ce qui est bon pour Israël. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Et Donald Trump a essentiellement suivi chaque personne de cette liste restreinte. En fait, il reçoit des appels pour remplacer ceux qui ne servent pas suffisamment les intérêts d'Israël. C'est connu, d'accord? Des gens sont écartés parce qu'ils ne remplissent pas les attentes vis-à-vis d'Israël. Cela veut donc dire que toutes les autres compétences qu'une personne au gouvernement ou au cabinet devrait avoir doivent aussi être mises à profit.
En gros, ils ne sont bons dans aucun de ces autres domaines et ils sont largement incompétents parce qu'ils ne sont pas choisis pour ces compétences-là. Ils sont uniquement sélectionnés pour un mandat très étroit, à savoir qu'ils vont faire ce qui est bon pour Israël. C'est tout. Et cela représente une bonne partie du cabinet. C'est un cauchemar. Imaginez que vous dirigiez une entreprise de cette manière en choisissant tous vos directeurs des opérations, votre PDG, toutes ces personnes sur la base d'un seul petit critère. Qu'ils aiment les chevaux ou les poneys, ou qu'ils préfèrent la cuisine italienne, peu importe. L'entreprise va droit dans le mur. C'est ainsi que fonctionne actuellement le gouvernement américain. Ils s'effondrent parce qu'ils ont permis à un pays étranger et à un lobby étranger bien financé de choisir en gros la moitié du gouvernement. Cela signifie qu'ils vont échouer dans tous les autres domaines de responsabilité. Mais Israël s'en moque. Israël ne se soucie pas des conservateurs, de la droite, de la gauche. Ils savent que si cela échoue, ils vont acheter les démocrates, et ils feront exactement la même chose. Ils ne se soucient pas du mouvement conservateur, de Trump, des républicains, ni de toutes ces choses dont Mark Levin ne cesse de parler, conservateur constitutionnel. Ils ne se soucient de rien de tout cela parce qu'ils possèdent la gauche et la droite. Le lobby, oui. Donc ils ne se soucient pas si tout s'effondre. Ils ne se soucient pas si Donald Trump est destitué. Ils ne se soucient pas si sa cote de popularité chute à 10%. Il a été le meilleur président pour Israël de toute l'histoire. Le lobby s'en moque complètement, car il sera remplacé par un démocrate qui fera ce qu'Israël veut. Et maintenant, ils ont établi le précédent selon lequel le lobby peut présélectionner l'ensemble du cabinet, ou la majeure partie, tous ces postes clés liés à la sécurité ou à la politique étrangère, avec des candidats et des loyalistes israéliens, y compris le chef du Pentagone. Imaginez cela. Israël choisissant le chef du département américain de la défense, le Pentagone, puis le poussant à le rebaptiser département de la guerre. C'est un pays étranger. C'est une catastrophe pour les États-Unis. Les gens se rendent-ils compte de ce qu'ils sont en train de voir? Vous avez quelqu'un totalement non qualifié à la tête de la plus grande armée du monde, sans aucune compétence, choisi et désigné par un lobby étranger. Réfléchissez-y un instant. C'est assez incroyable. That's pretty incredible.